Nous parlions donc des médiateurs chimiques qui permettaient d'enclencher la réaction inflammatoire. Donc ces médiateurs, quels sont-ils? Alors, je vous propose de vous présenter quelques exemples de molécules qui font partie de ces médiateurs chimiques, sachant qu'il en existe beaucoup d'autres, hein, donc je vous ai mis quelques exemples sur votre polycopier, donc n'hésitez pas à surligner les noms importants. Alors ici, nous allons parler d'une première molécule qu'on appelle le TNF. Le TNF, en fait, c'est une des premières molécules qui va être fabriquée justement par les cellules sentinelles. Ici, on prend un exemple de la conséquence de la présence d'un virus sur des cellules dendritiques et on va voir quelle est la conséquence justement de la présence de ce virus sur la concentration en TNF chez deux souris. Alors, une souris témoin, chez laquelle tout va bien, mis à part le fait qu'elle ait été infectée par un virus, le virus de l'herpès, et c'est chez une souris mutante, alors qui possède au niveau de son ADN une mutation dans un gène qui sert à exprimer, à fabriquer un récepteur de l'immunité innée, c'est-à-dire un gène qui sert à fabriquer une protéine qu'on va trouver à la surface des cellules sentinelles et qui doit normalement reconnaître les molécules antigéniques, donc les molécules qui sont présentes à la surface des bactéries, des virus ou autres, donc de tous les agents pathogènes qui peuvent être à l'origine d'un danger. Donc on se rend compte que chez la souris mutante, qui n'a pas justement, qui ne peut pas reconnaître les agents pathogènes, il n'y a quasiment pas de sécrétion de TNF, tandis que chez la souris témoin, il y a une sécrétion de TNF relativement rapidement après l'apparition, la mise en culture avec le virus. Donc vous voyez, au bout d'à peu près de quelques heures seulement, on voit déjà que la concentration en TNF augmente. Donc ce TNF, c'est une des premières molécules qui va être fabriquée par les cellules sentinelles quand elles vont rencontrer un agent pathogène. Autre exemple, un autre type de molécule qu'on appelle la sélectine. Alors là, c'est une molécule qui est sécrétée par des cellules particulières qui sont les cellules de la paroi des vaisseaux sanguins. Alors cette molécule, en fait, elle est sécrétée après justement la fabrication de TNF. Elle est sécrétée grâce à la fabrication de TNF. Donc ici, on ajoute du TNF et on évalue justement l'expression de la sélectine par rapport à son niveau initial. Donc initialement, il y en a déjà un petit peu. Et on voit que quand on additionne du TNF dans le milieu de culture, en fait, on voit très rapidement que la quantité de sélectine exprimée augmente. Donc ces sélectines, elles sont fabriquées du coup suite à la fabrication du TNF. Alors ces sélectines, ce sont ce qu'on appelle des molécules d'adhésion. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Donc si je résume, on a nos cellules sentinelles qui patrouillent dans l'organisme. Elles rencontrent un agent pathogène, donc elles reconnaissent l'agent pathogène par ses motifs présents à la surface de la membrane, et elles vont sécréter dans un premier temps du TNF. Ce TNF va permettre la sécrétion également de sélectine, et en fait, ça va permettre de faire migrer les cellules qui sont dans le sang, donc les leucocytes, les globules blancs, les faire migrer, les faire sortir des vaisseaux pour aller sur le lieu de l'infection, pour justement endiguer l'infection. Alors, comment ça se passe concrètement? À quoi sert cette sélectine? Alors, par un petit schéma, ça sera plus facile à comprendre. Donc ici, nous avons un schéma qui montre justement le rôle de ces molécules d'adhésion, comme la sélectine, pour permettre la sortie de certains leucocytes, certains globules blancs. Alors ici, ce qui est au centre, ça représente le vaisseau sanguin. Donc c'est une coupe d'un vaisseau sanguin, avec ici ce qu'on appelle la lumière du vaisseau, c'est-à-dire là où le sang circule et où on trouve les cellules immunitaires, comme les globules blancs. Et sur les cellules qui composent la paroi, donc de part et d'autre, on a des cellules qui composent la paroi, on va trouver certaines molécules d'adhésion, dont les sélectines, qui sont représentées ici en rose. Ces sélectines, elles sont indispensables pour que les cellules, les globules blancs sortent du vaisseau. La sortie des globules blancs, donc, elle est permise par un léger écartement ici des cellules qui composent la paroi. Pour que ces cellules puissent sortir justement entre les cellules et les globules blancs, puissent sortir du vaisseau sanguin, il va falloir qu'ils s'accrochent en fait aux sélectines qui sont situées ici à d'autres molécules d'adhésion qui sont représentées ici en bleu turquoise. Il faut savoir que les globules blancs possèdent à leur surface, sur leur membrane, des molécules d'adhésion. Donc ils ont en permanence ces molécules d'adhésion qui leur permettent, si dans le milieu justement on a apparition de ces sélectines, de s'accrocher à ces sélectines et de rouler en quelque sorte sur eux-mêmes le long de la paroi du vaisseau pour finalement pouvoir sortir par ce qu'on appelle la diapédèse. La diapédèse, c'est la sortie des cellules des globules blancs des vaisseaux sanguins. Donc ces globules blancs, ils vont pouvoir
justement aller réaliser par exemple la phagocytose, comme on l'a vu tout au début dans le premier schéma du grand 1, pour justement faire en sorte que les bactéries, par exemple, soient détruites. Alors, voici ici une électronographie, c'est-à-dire une photographie qui est prise au microscope électronique et qui présente, par exemple, la sortie d'un granulocyte. Donc, un granulocyte, c'est un exemple de globule blanc, on va le voir après, du vaisseau sanguin. Donc, ici, on a le vaisseau sanguin, donc la lumière, là où on a le sang. Là, on a les cellules qui composent la paroi du vaisseau sanguin, pardon. Et on voit ici donc le granulocyte qui est en train de sortir pour aller vers le tissu infecté qui est plein de bactéries, et ce granulocyte va pouvoir justement aller endiguer la prolifération des bactéries. Autre exemple, les cellules sentinelles. Donc on a dit elles sécrètent le TNF, et le TNF va pouvoir également être à l'origine, en plus de la sécrétion des sélectines, de la sécrétion d'une autre molécule dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on appelle l'histamine. Alors, l'histamine, c'est une molécule qui est vraiment sécrétée en grande quantité lorsqu'il y a une inflammation, et c'est cette histamine qui engendre les conséquences, les signes cliniques caractéristiques, parce qu'elle permet la dilatation des vaisseaux. Donc, elle va permettre également d'ouvrir le vaisseau, et donc elle va agir en même temps que la sélectine. Il faut qu'elles soient là toutes les deux pour que le vaisseau se dilate et que les cellules puissent sortir du vaisseau. Donc, les cellules qui sécrètent l'histamine, ce sont les mastocytes. Donc, ici, nous avons un mastocyte au repos. Donc, c'est aussi une électronographie que vous avez ici. Donc, à l'intérieur donc le mastocyte, c'est toute cette cellule. On a le noyau ici à l'intérieur. Et on a des espèces de granules qui contiennent justement de l'histamine. En temps normal, quand il n'y a pas d'inflammation, la libération d'histamine, on vous dit référence, voilà, ça sera 1. Donc, quand la concentration de TNF dans le milieu est relativement faible. S'il y a une inflammation, regardez, on passe à une concentration en TNF dans le milieu très importante, 1950 picogrammes par millilitre de sang au lieu de 50 picogrammes par millilitre. Et là, on voit une libération d'histamine très importante. Les granules, en fait, qui sont là, contiennent de l'histamine qui vont libérer en très grande quantité pour justement dilater les vaisseaux et faire en sorte que les cellules immunitaires puissent aller vers le lieu de l'infection. Alors, les personnes qui sont allergiques ont très bien vécu déjà, très mal plutôt vécu les conséquences d'une allergie. Par exemple, je ne sais pas, voilà, le printemps est présent, là, donc les pollens arrivent en grande quantité. Donc les personnes parmi vous qui sont allergiques au pollen ont des signes cliniques qui sont effectivement très désagréables, éternuements, les yeux qui pleurent, etc. Donc on leur propose, quand l'inflammation comme ça dure longtemps, de prendre des molécules qu'on appelle anti-inflammatoires. Donc ça, c'est à la page 3 de votre polycopier. Donc ces molécules en fait anti-inflammatoires, ce sont des médicaments. Alors il en existe de différents types. L'aspirine peut être un exemple. Ce sont des médicaments en fait qui vont empêcher justement la libération en grande quantité de ces médiateurs chimiques de l'inflammation et qui vont du coup réduire les signes cliniques assez désagréables liés à l'inflammation. Alors, ces médicaments anti-inflammatoires, ils sont utilisés en général quand la réaction inflammatoire se poursuit de façon anormale. Et alors, ce qu'ils vont faire, ils vont bloquer les symptômes sans pour autant bloquer l'activité des cellules. Et donc, ils ne vont pas forcément non plus empêcher le déroulement de la réaction immunitaire. Alors, on a un exemple ici, l'aspirine. Donc ça, je ne vous l'ai pas donné, mais c'est juste pour vous le présenter rapidement. Donc, l'aspirine est justement l'exemple de molécules de médicaments anti-inflammatoires qui peuvent contrer les conséquences néfastes de l'inflammation. Alors, ici, vous avez deux graphiques. Le premier vous présente le taux sanguin de médiateurs de l'inflammation, c'est-à-dire l'histamine, le TNF, la sélectine, etc., toutes ces molécules dont on a parlé avant, qui évoluent en fonction du temps, donc exprimé en jours, après prise justement d'aspirine. Alors là, c'était une personne, on a fait ça sur des sujets qui étaient infectés par le virus de la grippe. On leur a administré de l'aspirine et on a suivi la production justement de ces médiateurs de l'inflammation. Donc on voit très bien que à partir du premier jour où ils prennent l'aspirine, il y a beaucoup moins de ces molécules qui sont fabriquées. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que ces molécules, donc l'aspirine, est-ce qu'il va finalement, avoir un effet, est-ce qu'il va empêcher la réaction inflammatoire de se passer correctement ou pas? Alors ici, vous avez un graphique qui présente l'activité des monocytes. Donc les monocytes, ce sont des cellules de l'immunité qui justement permettent d'endiguer normalement l'inflammation, l'agent pathogène, donc ils vont aller
le détruire. Et on suit l'activité de ces monocytes en fonction du temps chez deux types d'individus. En fait, des individus qui ont eu de l'aspirine, donc qui sont représentés en orange, les petits triangles orange, et des individus qui n'ont pas eu d'aspirine. Ils sont représentés par les petits ronds bleus. Donc on sait que ceux qui ont de l'aspirine, ils vont libérer moins de ces médiateurs. Alors bien sûr, la libération s'est faite tout au début, donc ça a permis d'activer, d'enclencher la réaction immunitaire. Mais après, comme ils prennent de l'aspirine, leurs molécules sont libérées en moins grande quantité, donc ils vont avoir moins d'effets indésirables, on va dire, liés à l'inflammation. En revanche, vous remarquez que les monocytes ont la même activité que les personnes prennent ou pas de l'aspirine. Ça veut dire que l'aspirine, il va avoir un rôle positif dans le fait qu'il va inhiber la fabrication des médiateurs de l'inflammation, donc toutes les conséquences désagréables. Si je prends l'exemple de l'allergie au pollen, les yeux qui pleurent, le nez qui coule, etc., ça va disparaître. En revanche, les cellules qui ont déjà été libérées, qui sont sur place, elles vont être actives totalement normalement. Donc en fait, l'inflammation va quand même pouvoir disparaître progressivement parce que les cellules immunitaires sont quand même actives. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle des molécules anti-inflammatoires. Alors, par la suite, ce que je vais vous proposer dans une troisième vidéo, c'est de parler des cellules impliquées. Justement, on parlait des globules blancs, on a parlé des monocytes, etc., des macrophages. Donc là, on va voir un petit peu plus en détail les cellules de l'immunité, les cellules du sang et des tissus qui vont être impliquées dans la réaction immunitaire.